Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Il fait beau, il fait chaud et ça tombe bien puisque cette semaine, la personne que j'interviewe est née en Côte d'Ivoire. Elle a vécu une partie de sa vie au Québec et elle a fini par poser ses valises à Vannes il y a 3 ans pour créer avec son conjoint Luc l'espace de coworking L'Heureuse. Vous la reconnaissez, il s'agit d'Irel Kouakou, femme à tout faire, à tout en un seul mot, qui vient de lancer une nouvelle marque de vêtements seconde main 100% française, Coupon. C'est parti ? Merci d'avoir accepté cette petite interview. Ça me fait plaisir depuis le temps. Oui, depuis le temps, là-dessus, nos agendas, ouais. On peut accorder. Mais je là, te vois bon. par Mons et par Vaux, pardon. T'es sur plein de projets différents. Oh là là. Ouais, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça va. On tient le coup. Je sais pas si on tient le coup. Je vais tenir le coup, mais c'est une période... En fait, c'est un mélange de vie perso et de vie professionnelle. Je suis devenue maman, ça fait bien 1 an, là, dans 2 semaines. Et en fait, j'ai réalisé ce matin que lorsqu'on devenait maman, en fait, on rentre dans un espèce d'ascenseur émotionnel qu'on n'a pas le choix de laisser faire, en fait. On ne peut pas le contrôler. On a des obligations envers notre enfant, parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde, donc on a des obligations qu'il faut tenir envers lui. Et aussi, on passe à un stade ce que les gens appellent la matrescence. C'est comme si on passait de l'âge adolescence à l'âge adulte, mais qu'il n'y avait pas de transition, et qu'il fallait aller directement à l'âge adulte parce que on avait un enfant maintenant avec nous, que c'était plus nous l'enfant. On garde toujours notre enfant intérieur, mais il faut plus faire parler l'adulte maintenant. Il faut mériter du respect, il faut montrer qu'on mérite du respect, il faut se donner ce que l'on mérite pour que notre enfant, en fait derrière lui, se dise aussi mon parent est une personne, qui fait les choses bien, qui fait les choses de la bonne façon, qui est engagé et surtout qui a du respect. Donc je mérite de me donner aussi ce respect-là. Donc voilà, je suis en plein dedans là. Je t'admire. Bon, alors avec tout ça, entre maman, entrepreneuse, comment tu te définirais toi en 3 tags ? Je dirais sauvage. Sauvage. Apeurée. Ouais, en ce moment, je vis un sentiment un peu de peur, la peur de ne pas bien faire les choses, la peur de ne pas prendre la bonne voie, la peur de dire les choses, de façon trop émotionnelle, parce que je suis beaucoup dans l'émotionnel et je sais que des fois, c'est très spontané, comme je te dis, et les gens peuvent mal le prendre. La peur d'échouer, quoi. C'est une période, je suis à fond dedans. Et puis l'autre, en même temps, je dirais stronger, c'est forte, quoi, parce que je me dis, punaise Irel, mais regarde tout ce que tu brasses, regarde autour de toi, ton écosystème, toutes ces personnes que tu as connectées, toutes les personnes que tu as rencontrées en 3 mois, tout ce que tu as monté, attends, mine de rien, tu peux t'applaudir, quoi. Donc voilà. Ah oui, moi je te connaissais pas d'abord... proche quoi, mais de loin, IRL c'est quelque chose quoi, tout le monde connaît Ah bon le rayonnement Vantais. Non, c'est si, puis même sur le côté digital, sur les réseaux sociaux, t'as une rayonnance quand même, écoute, ça me fait plaisir. Incroyable. Ça me fait plaisir parce que ça a été beaucoup de travail, c'est plein de choses que j'ai appris de façon autodidacte. Parce que moi je suis pas vantaise à la base, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi au Canada, et puis là je me retrouve à Vannes par amour, et donc c'est pas facile en fait. Je pense que je suis peut-être pas la seule à le sentir, même je pense que quelqu'un qui est français, qui vient s'installer à Vannes pourrait en témoigner. C'est pas facile, je pense, d'intégrer les différents réseaux vantais, de se faire connaître en fait. Donc en fait, il faut trouver son trait de caractère, il faut trouver son soi, son moi propre, assumer sa personnalité, assumer en fait tout son aura, et puis je vais pas dire en jouer, mais le laisser transparaître en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la transparence. Ils veulent s'identifier à une histoire, ils veulent s'identifier à une personne, ils veulent s'identifier à une façon de faire, ils veulent pas de fake. Et je pense que la première année, j'ai peut-être joué un peu de fake dans le sens où je me donnais pas le pouvoir d'être moi-même.
J'essaie de voir un peu comment les gens interagissaient entre eux à Vannes, comment les Vannetais étaient. J'essaie de rentrer dans le moule. À un moment donné, j'ai fait non, mais non, attends. Je crée mon propre moule en fait. Oh, c'est pas rouge ou bleu, c'est rouge, bleu et blanc, tu vois. Voilà, j'ai choisi ma propre couleur quoi. Et je pense que je suis contente de savoir que ça fonctionne. Donc, be yourself. Complètement. Bon, si on en revient à toi, alors, ton quotidien, c'est quoi une journée kiffante? C'est quoi les 3 kiffs pour Irel dans une journée? Ben là, en ce moment, c'est le matin, les petits câlins avec mon fils, avec Sian, c'est génial, ça me permet de bien démarrer la journée. Lorsqu'il n'est pas malade, parce que là, on passe par toutes les dents, les poussées dentaires et tout, mais les petits câlins, le petit sourire, et je le regarde et je me dis, non, mais tout va bien aller, quoi. Voilà, donc il y a ça. Et puis, après, c'est plus au niveau du boulot, lorsque je viens en fait, et que je rencontre de nouvelles personnes, et que finalement j'arrive à répondre à leurs besoins, en fait, qui leur permet en fait de faire... de faire monter leur chaîne de valeur, en fait, ça c'est génial. Je me dis, ah ouais, j'ai réussi à faire ça quand même, c'est cool. Et puis, le troisième, moi je vis un peu des fois dans un monde de bisounours, hein, tu sais, donc j'aime bien quand tout est un peu peace and love, en gros. J'aime pas les conflits, je fuis les conflits en général. Et donc, pour moi, un kiff, c'est vraiment une journée où... tout s'est bien passé, tout le monde était de bonne humeur, même s'il y avait quelqu'un qui allait pas trop bien, on a réussi à trouver un terrain d'entente, en bonne intelligence. Voilà, là ça va bien. Peace and love. Peace and love. Ouais, mais ça marche pas toujours comme ça, malheureusement. Ah bon? Ce serait trop beau. Ça serait trop beau. Mais ouais. Alors, peace and love, justement, là, c'est pas la période, peace and love. Et pourtant, je parle d'optimisme. J'aime bien dire que l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. C'est une définition comme une autre. Toi, c'est quoi ta définition de l'optimisme? Alors, de façon spontanée comme ça, je te dirais que ma définition de l'optimisme, c'est de... Bon, ce serait plutôt d'essayer en tout cas de s'engager pour un monde plus solidaire, plus juste et plus éclairé, quoi. C'est manifester un peu plus d'éclairage dans ce monde. C'est ça, un peu plus d'éclairage, un peu plus de bonté, un peu plus d'équité, un peu plus de compréhension, de se dire que l'autre en face de nous, en fait, n'a pas la même réalité que nous. Et même si on n'est pas content, d'essayer de communiquer, en fait, pour essayer de régler les choses, en fait. Donc, ce serait plutôt ça, ouais. En fait, là, moi, la définition que je te donne aujourd'hui, si tu veux, c'est en lien avec la tension que j'ai aujourd'hui. Je pense que tu me l'aurais demandé hier ou tu viens me le redemander dans une semaine, ça serait pas cette définition que je te donne de l'optimisme. Là, je suis dans une passe, je pense aussi dans un espèce de terreau d'énergie très bouillante qui font que c'est cette définition-là qui me vient, en fait. Voilà. Donc, on refera une interview Irel 2. C'est ça. Version 2 de l'optimisme. Complètement. Et alors, est-ce que tu penses qu'en cette période, j'ai compris que tu avais tes challenges perso, mais il y a des challenges plus globaux, il me semble en ce moment avec ce qu'on appelle le Covid. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même se permettre d'être optimiste au vu de cette période? Je te dirais que oui. On peut se le permettre. C'est quand même marrant parce que j'y ai repensé en fait dernièrement. Je me suis dit c'était une période très compliquée. Pour tous, pour tout le monde. Et après, sans comparaison, je l'ai quand même un peu comparé à mon passé, à ce que j'ai pu vivre avec mes parents. Je t'ai dit, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas connu la guerre en mode où j'ai vu des gens de ma famille se faire tuer, mais j'ai connu la guerre où on a dû fuir notre maison, tout abandonné, où mes parents ont tout perdu, 2 fois d'affilée, où mon père aujourd'hui en est malade, tu vois, mon père est atteint d'une démence, parce que grosse dépression, un trop-plein, voilà, par rapport à toutes ces guerres et tout ce que mes parents ont pu perdre plusieurs fois. Et donc, en fait, j'ai un peu comparé à tout ça, où je me dis, attends, mais si on a réussi à passer à travers ça, en fait, je pense qu'on peut réussir à passer à travers le Covid, en fait. En fait, il faut être optimiste parce que c'est ce moment-là où on réalise qu'il faut être solidaire. Je reviens encore à la solidarité, à l'équité, à la compréhension. Il faut juste qu'on essaie de comprendre, en fait, notre environnement.
notre environnement nous parle, en fait, nous envoie des signaux et je pense qu'ils ne sont pas négligeables. Donc, il faudrait qu'on se pose aussi, qu'on lâche prise, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe autour de nous et de voir comment, ensemble, on peut passer à travers. Là, je pense qu'on est rendu dans un temps où le faire tout seul, c'est plus possible. On ne peut plus faire tout seul. Il faut le faire ensemble. Certes, mais il faut bien le faire ensemble. Et je pense que si on continue dans cette lancée-là, oui, on peut être optimiste. Alors, j'ai plein d'optimistes dans ceux que j'ai interviewés. J'ai les optimistes pragmatiques. Ouais. J'en ai qui s'autorisent à rêver. J'ai l'optimiste mode de beurre. Ça, c'était Marie Gartner. Moi, je l'ai vu. Comment est-ce que toi, tu te définirais comme optimiste ? Je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, optimiste sauvage. Je suis une optimiste sauvage parce que je n'aime pas être enfermée dans des cases. J'ai quand même le sang qui est très, très très chaud. Je peux rentrer très facilement dans les tours. Et puis des fois, je m'autorise aussi à rêver des fois des choses en grand. Et faut des fois me faire redescendre un peu sur terre. Mais je suis sauvage. Je suis sauvage parce que pour l'instant, j'essaie de me créer encore un ancrage. Parce que j'ai quand même habité un peu partout. Et là, je suis en train d'enraciner en fait les tiges de mon arbre, de mon chêne ici sur le sol vantais. Donc ouais, je suis une optimiste sauvage. Voilà. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Du positif partout. Pas tout le temps, hein. Alors là, pas tout le temps. J'ai mes petits moments quand même de noirceur, c'est important de le dire. En fait, le truc, c'est que c'est tout est une question d'équilibre, en fait. Je suis un peu une optimiste déséquilibrée, si tu veux aussi. C'est que, en fait, je vais être très, très dans le positif, dans la joie, et puis il va y avoir un moment où je vais me prendre un mur en pleine face, et puis là, je vais sombrer. Mais là, ça dure pas longtemps, ça va durer 1 ou 2 journées, mais là, je sombre, mais vraiment profond. Là, je vois tout le monde, il est mauvais, tout le monde, il est pas gentil. Voilà, tu vois un peu le genre. Et une fois que je suis tombée comme ça, mais par contre, la remontée, elle est express, quoi, là, fiou. Et là, les idées viennent à la seconde, et j'essaie de trouver un peu des choses à mettre en place. Mais c'est pas très équilibré. C'est la remontada après. C'est ça. Complètement. Oui, je connais ces périodes-là. Voilà. Mais tant qu'on remonte, c'est l'essentiel. Ah, ben c'est l'essentiel. Et c'est être optimiste. Pour moi, c'est pas être toujours bisounours, toujours voir la vie en rose. Non. C'est savoir remonter quand ça va pas. Quand ça va pas, c'est ça. Là, je m'autorise à sombrer, mais par contre, je me laisse pas sombrer longtemps. Si tu te le permets, cherche pas à comprendre. Pleure si tu en as envie. Crie si tu en as envie. Va taper des trucs, mais dans la nature, si tu en as envie. Pas les animaux, pas les humains quand même. Mais par contre, une fois que c'est fait, essaie de trouver des solutions. Parce que n'attends pas qu'elle te tombe du ciel comme ça et de te dire, ma pauvre vie, pauvre moi, il m'arrive tout le temps des... Voilà, non, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux faire en retour pour que ça aille mieux. Et alors justement, en termes de difficulté, quelle a été toi ta plus grande difficulté que tu as bien envie de partager et comment est-ce que l'optimiste t'a aidé à surmonter cette difficulté ? Alors ma plus grande difficulté, ça a été de prendre ma place en tant que jeune femme africaine dans le secteur de l'entrepreneuriat et de l'économie vantaise. Je me suis dit, tu en vaux la peine comme tout le monde. Et les gens ne te connaissent pas, Irène. Les gens ne connaissent pas ta culture, ils ne connaissent pas tes valeurs. Et les gens, des fois, ont peur de l'inconnu. Et là, tu sais que tu es une personne qui est hyper extravagante. Ça peut, des fois... voilà. Donc, peut-être prendre le temps d'aller voir les gens aussi, d'essayer de discuter avec eux, d'essayer d'aller comprendre aussi, eux, comment ils fonctionnent. Et de les former. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je dirais pas que j'ai intégré beaucoup de réseaux, mais j'ai côtoyé beaucoup de personnes de beaucoup de réseaux où j'allais pour me présenter, pour parler de moi, écouter aussi les autres. Et essayez pas de comparer, mais de mixer un peu, de faire un mix and match des deux cultures et de montrer pourquoi que des fois je peux être très extravagante et voilà. Donc, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça en fait, c'est éduquer l'autre pour qu'il apprenne à mieux nous connaître en gros. Et ne pas attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas vers nous et qui sache tout de suite comment on fonctionne en fait. Je me suis donné le temps d'aller vers les autres, de les écouter avant de parler de moi et avant de leur dire voilà ce que je fais. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui voit bien les opportunités parce que tu crées plein de projets différents. Ouais. Est-ce que, parce que malgré le Covid, j'imagine qu'avec le coworking, ça a dû baisser un petit peu l'activité, est-ce que tu as identifié des opportunités, des choses que tu as créées
Là, aujourd'hui, l'heureuse a 3 ans. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis passée par la phase enfant-adolescente. Là, je rentre dans la phase adulte. Donc, je suis dans une phase de restructuration aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais le tri de beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Et là, je me dis, c'est comme une ado. Tu tentes plein de choses, plein d'expériences. Maintenant, il faut conserver les expériences qui fonctionnent, les expériences qui ont amené quelque chose de concret aussi à ton écosystème, à ta communauté, à ton entourage. Donc je suis un peu dedans en ce moment, donc je fais beaucoup de tri, je synthétise, je règle tout, et puis une fois que j'aurai, comme je te dis, j'ai parlé aussi de déséquilibre et d'ancrage, donc là je suis vraiment en train de m'ancrer sur le sol Vantage, je suis en train d'ancrer mon entreprise, et de dire aux gens, on a testé plein de choses pendant 3 ans, là maintenant, l'heureuse, le Deuse et Irel Kwaku avec laquelle vous allez travailler, tout est ancré. Je sais où on s'en va, je sais où je vous emmène, je sais avec qui je vais vous faire travailler, je sais comment qu'on va faire. Et même si on ne sait pas, on trouvera des solutions ensemble. Donc les opportunités, pour l'instant, il y en a plein, parce qu'on voit bien que il y a beaucoup de migration, j'ai appelé ça comme ça, des grandes villes vers les régions, voilà, notamment en Bretagne. Donc là, je vois prochainement pour tout l'été, j'ai des clients allemands et belges qui viennent, qui ont de la famille ici, mais qui cherchent à s'installer ici. Beaucoup de Parisiens aussi qui nous appellent. Donc oui, il y a ces opportunités-là en fait qui sont présentes. Mais avant de les saisir, je vais me concentrer sur ma communauté et mon écosystème déjà existant, voir comment je peux les porter vers le haut. Et ensuite, après, je rajouterai d'autres personnes dedans, d'autres épices. Voilà. Des épices. Complètement. Mais sinon, il y a des opportunités. Hein. Il y en a. Il y en a parce que le télétravail, notamment, est en train c'est pas il est en train. Il a pris une place considérable dans les entreprises. Et il y a une chose aussi qu'on ne va pas négliger, c'est le prix du marché de l'immobilier en ce moment. Autant louer ou acheter un local, c'est pas donné, tout en sachant qu'en le louant, il y a tous les à côté qui sont là. Nous, ici, on s'occupe de tout. Et donc, ça, les gens viennent le chercher. Donc, oui, ça, là-dessus, je dirais que je communique là-dessus aujourd'hui en disant que il faut louer un local chez nous. Tout est pris en charge, quoi. Tout. En passant par la taxe foncière, le ménage. Je déconne des fois, je dis même les bisous. Voilà. Bon, on fait plus de bisous, mais on fait des checks. Mais voilà, quoi. Donc oui, c'est une opportunité aussi à saisir. Et puis, je pense qu'il y en aura plein d'autres. De toute façon, le monde du travail évolue très rapidement. Et ce qui est bien dans les espaces de coworking ou de tiers-lieux ou autres, un peu comme le nôtre, c'est que, je dirais, on n'a pas le choix, mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais on n'a pas le choix d'aller s'adapter, en fait, à la chaîne de valeur de notre clientèle. Je dis chaîne de valeur, je pourrais dire besoin, mais j'aime bien dire chaîne de valeur parce que le besoin en tant que tel, c'est pas qu'il est inexistant, mais j'aime mieux chaîne de valeur parce que c'est un plus, en gros. C'est quelle est la problématique que je rencontre dans ma chaîne de valeur aujourd'hui? C'est je suis un entrepreneur, j'ai besoin de rencontrer des gens, c'est ma problématique. Ok, viens louer un bureau chez nous ou un truc et puis on va voir comment on peut te connecter en fait aux autres. Voilà. Donc c'est plutôt ces opportunités-là. Moi je vois beaucoup l'optimiste aussi comme quelqu'un qui voit les apprentissages dans les difficultés. C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre. Est-ce que tu as des exemples d'apprentissage, alors soit sur cette dernière année Covid, soit avant, des apprentissages sur toi que tu as envie de partager? Oh là là, mais il y en a eu tellement dernièrement en plus des apprentissages, je ne saurais même pas quoi te dire en fait. Mais moi j'apprends tous les jours. J'apprends déjà sur moi tous les jours, dans ma façon de fonctionner en fait. Comme je te dis, cette année, si je veux être très transparente, je suis beaucoup dans l'humain cette année. C'est les relations humaines en fait qui ont été compliquées un peu à gérer cette année. Et en fait, ce que j'en ai tiré comme leçon, c'est que dans toute relation, comme dans toute chose, il faut un équilibre. Et qu'on peut être très généreuse, on peut être très ouverte, mais il faut savoir notamment aussi se faire respecter. Il faut savoir notamment mettre un frein aussi à certaines situations pour ne pas que lorsqu'il y a des débordements, en fait, ce soit compliqué à gérer. Donc là, ça a été un gros apprentissage, là, dernièrement. Et puis là... Alors là, comme je te dis, je suis en restructuration, donc je travaille avec plein de personnes, mes collègues en ce moment, qui m'aident à restructurer, ça dans la communication, dans la gestion, la planification et tout. Et ce que j'ai appris, c'est que vu que je travaille toute seule, moi je suis une créative, donc ça va dans tous les sens. Et côté gestion, en fait, je dis mais moi je sais où sont les trucs et tout. Et j'ai mes dossiers importants qui sont rangés, mais il y a plein de trucs dans lesquels je n'ai pas remis le nez.
Tu vois, là, on a fait un truc avec Laure Taltavul où elle m'aide la restructuration de ma com. Et je ne savais pas que ça devait passer par là. Elle me dit, on va aller voir sur Internet, lorsqu'on tape l'heureuse vanne, qu'est-ce qu'on trouve sur toi? Et en fait, on s'est rendu compte que je t'ai référencé, c'est moi qui l'avais fait il y a 3 ans, sur beaucoup de plateformes qui mettent en avant les espaces qui font de la location de bureaux, de salles de réunion. Sauf que j'avais oublié parce que je ne les ai pas listés. Et donc, ça fait 3 ans, on a changé nos tarifs. Sauf que mes tarifs ne sont pas à jour sur ces sites-là. Et du coup, elle me dit, mais Irène, en fait, tu ne notes rien. Je dis, mais non, parce que je sais, moi. Mais non, mais là, c'est la preuve que tu ne sais pas. Donc, l'apprentissage, c'est tout noter, tout planifier, agenda papier comme agenda, numérique, mais tout noter. Même si on a l'impression que c'est un tout petit truc qu'on a fait, le noter, parce que si demain on n'est pas là, que c'est quelqu'un qui veut nous remplacer, ou prendre notre place pour quelconque urgence, le moins elle sait où se trouvent les choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est une to-do list la to-do list de la veille avant de partir de l'heureuse. Lorsqu'on arrive le matin à l'heureuse, qu'est-ce qu'on fait en milieu d'après-midi, qu'est-ce qu'on fait en fin de journée. Et puis je commence à tout classer, tout est classé maintenant. L'expérience que j'ai apprise, c'est que la vie de chef d'entreprise, en fait, elle n'est pas linéaire surtout, qu'elle évolue tout le temps. On ne naît pas chef d'entreprise comme on ne naît pas femme ni homme. On apprend à devenir chef d'entreprise et il faut se donner la chance d'apprendre et surtout il faut s'autoriser à entendre aussi les critiques et à entendre et à voir aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre façon de faire et que tous les jours on peut mieux faire, on peut faire mieux, mais en étant accompagné, pas en étant seul. Faut se remettre en cause. Voilà, c'est l'apprentissage là. Et accepter le cadre pour des créatifs. Complètement, mais là je l'accepte. Le cadre libère. C'est ça, mais là je l'accepte. Je l'ai accepté le cadre et je pense que je vais l'accepter en tout le temps là. J'en ai besoin et c'est important et je le mets. Voilà. Merci. Alors j'ai une dernière question. Si tu avais une personne un peu plus déprimée en face de toi, un peu plus stressée par l'incertitude ou qui a des soucis, que ce soit personnel ou professionnel, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme petit conseil ou comme petit tips pour qu'elle avance en fait? Moi je suis en plein apprentissage encore, donc je me sens pas légitime de donner des conseils ni des tips, mais je serai plutôt dans l'écoute. J'essaierai d'écouter déjà pour voir qu'est-ce que je peux faire, dans l'écoute et dans l'entraide. C'est mon épaule elle est là, est-ce que tu veux m'en parler? Je te garantis pas de t'aider à passer à travers ça, mais je vais essayer, donc l'entraide, être disponible et accessible pour cette personne-là. Et puis, je pourrais lui dire une chose qui est hyper importante, déjà, c'est de lui demander si elle a du soutien social. J'ai réalisé depuis plusieurs années maintenant que c'était hyper important. Et c'est pas forcément un soutien social familial, c'est le soutien social amical aussi. Parce que les amis et la famille n'ont pas la même façon de fonctionner avec nous, en fait. Et je sais que ça peut aller... tu peux être je vais le dire tel quel, dans la merde la plus grosse possible. Mais si derrière, tu as un soutien qui te dit je suis là, on va passer ce cap ensemble. Je ne sais pas comment on va faire, mais on trouvera des solutions. Je vais te faire rigoler, je vais te payer un café par-ci, je vais te faire sortir de chez toi, je vais t'apporter à manger. C'est des petites choses de la vie comme ça qui font du bien et tu fais. Mais en fait, je suis pas seule, quoi. Donc c'est de ne pas rester seule. Ce serait plutôt ça. C'est le même que Morgane Taltavul, sauf qu'à la place du café, il offre une glace. Une glace. Moi, je bois pas de café en plus, mais voilà. Mais Morgane Taltavul fait partie de mon soutien, mon plus gros soutien social amical. Voilà, donc je pense que il n'y a pas de coïncidence. Okay. Alors, pour la transition, j'ai une question qui n'a pas été posée par moi, mais c'est un petit jeu que je fais dans les interviews. Et tu auras l'opportunité de poser une question. Okay. C'est donc ma dernière interviewée qui est parue aujourd'hui, Marie Lecuyer, qui m'a posé la question et à laquelle tu vas répondre si tu le veux bien. Okay. Et la question, c'est comment est-ce que tu manifestes l'optimisme au quotidien? Comment est-ce que tu fais pour propager l'optimisme dans ton quotidien? Très bonne question, Marie. Alors, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être accompagnée, en fait. Parce que, en gros, là, je vais rentrer dans des trucs un peu plus... pas, un peu plus parler d'énergie et tout, en fait. Moi, je dis, on est fait d'énergie, l'être humain est fait d'énergie, en fait. Et on tire notre joie, notre tristesse, comme notre bonheur, un peu chez les autres. Voilà, on puise un peu de force chez les autres. C'est notre entourage, en fait, autour de nous. Et en joie, et voilà, et optimiste,
je pense que ça peut aider également. Et ça revient, comme on disait tout à l'heure, sinon on sombre un peu dans la tristesse et autres, mais qu'autour de nous, on a une ou deux personnes qui nous disent, bon, allez, c'est pas grave. Oui, c'est grave, mais voilà, tu vas y arriver et tout, on trouvera un moyen. Ben là, soudainement, tout va comment je peux dire ça, tout va mieux tout d'un coup, en gros. Donc, ça serait dans mon entourage, en fait. C'est dans mon entourage que je puisse être force. Et puis, il y a un truc qui est hyper important. J'ai mon chéri qui est un pilier, qui croit en moi, qui me booste tous les jours. Et lui, côté optimisme, mais là, voilà, ça y va, quoi. Donc, de savoir que lui qui est l'eau, qui est beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus réfléchi dans les choix et dans les trucs, et qui m'encourage des fois dans mes actions, c'est dans ça que je puise ma force. Donc c'est mon cercle social, mon cercle amical, mon cercle familial. Après, moi je me considère comme une enfant de la terre, en fait. Je n'arrive pas à travailler seule. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert un espace de coworking. Moi, j'ai besoin des autres, d'être entourée des autres pour puiser ma force, pour puiser de l'énergie et leur en donner aussi. Je ne suis pas vampire énergétique, là. Bon, attention. Mais voilà, de trouver ce genre de partage bien équilibré pour puiser de l'optimisme, quoi. Merci. Alors, quelle question tu aurais envie de poser ? Ce sera Alexia, du coup. Oh là là ! Moi, je suis curieuse de savoir s'il y a des personnes qui, à un moment donné, dans leur vie, dans une année, ont déjà rencontré un moment où, là, il y a plus de force pour être optimiste, quoi. Et pourquoi ? Voilà, c'est ma question. Ok. Est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit, j'ai plus de force, je n'arrive plus à puiser de nulle part de l'optimisme, et pourquoi ça arrivé ? C'est ma question. Tu répondrais quoi, toi ? Alors, moi, je répondrais que ça m'est déjà arrivé. J'avais 19 ans, c'était une période très très compliquée pour moi, et j'avais plus de force parce que je me sentais seule, en fait. Oui. J'étais au Canada et c'était compliqué, mes relations avec la famille et tout, très compliquées. Et puis je suis arrivée à saison au Québec, donc en pleine crise d'adolescence. Bref, je te passe les détails. Mais c'est le moment de ma vie où je me suis sentie très 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 seule et j'avais plus de force, quoi. C'était plus possible pour moi, la vie ça allait mal. Et voilà, je pensais pas que j'allais pouvoir remonter la pente. Je me suis dit que j'avais tout lâché, que mes parents n'allaient pas du tout être fiers de moi et qu'ils allaient me rejeter, me renier et tout ça. Donc là, ça a duré quand même un bon 6 mois. Ouais, j'avais 19 ans. Et t'es remontée au final quand même ? Je suis remontée au final. Pourquoi ? Et comment ? J'ai été accompagnée par ma cousine qui m'a dit « Bon, là ça suffit les problèmes de famille et tout, Irel, je viens te chercher. On réglera nos problèmes après. L'essentiel c'est que tu prennes soin de toi, que tu remontes la pente. Une fois que ça sera fait, on réglera nos problèmes. » Et du coup, elle m'a tirée de ce trou-là, de ce trou noir. J'ai repris l'école, je suis rentrée à nouveau à l'université. J'ai trouvé un bon boulot et puis là, je me suis épanouie parce que j'avais un autre cercle social qui était plus ouvert, plus compréhensif, à l'écoute et voilà quoi. Et direct surtout, qui me disait pas « T'es belle, tout va bien ». Non, c'est voilà. Et si ça va pas, on te le dit. Si ça va, on te le dit également. Donc voilà. Merci. Mon plaisir. Alors, ça c'est québécois. Oui. Alors, on va passer aux questions sur toi. Oui. Et la première, une anecdote incroyable que tu aimerais nous raconter, un truc un peu insolite qui t'est arrivé. Je peux raconter lorsque j'étais enfant. En fait, j'étais au CM2. Et en fait, mon père travaillait pour le deuxième président de la Côte d'Ivoire, donc Henri Konan Bédié. Et mon père a été au début son chargé de mission, après c'est celui qui était proche de lui, donc c'était devenu un peu comme son chauffeur. Bref, il s'est laissé un peu conduire partout par mon père et c'était son homme de confiance. Et donc nous, on était proches de ce monsieur-là, on est toujours d'ailleurs, d'une certaine façon. Et en fait, il y a des moments où des fois on allait manger chez eux. Et pour le coup, en fait, à l'école, la plupart des maîtres et des étudiants savaient que on avait un peu intégré cette famille, qui était la famille présidentielle. Donc voilà, donc tout de suite on te voit un peu. Et on avait des cours le samedi matin avec ma soeur et mes cousines. Et on en avait marre, on voulait aller jouer à la maison parce que c'était bientôt les vacances. Et donc
On a raconté à notre maître de CM2 en disant alors là aujourd'hui il faut qu'on parte 2 heures plus tôt parce qu'en fait si vous voulez il y a Bédier qui vient et on a un gros repas chez lui, il faut qu'on rentre à la maison. Vous savez lui c'était le truc, oh mais si Bédier vient et tout, non mais il n'y a pas de souci, allez les enfants de Gilbert, les enfants de Youssef, allez-y rentrez à la maison quoi. Et nous on se trouvait hyper marrante en fait sur le chemin du retour à la maison et nos parents ils ont jamais rien compris pourquoi on était rentrés plus tôt quoi. Mais je l'ai raconté à ma mère derrière moi, elle a fait oh les chipis. Ah oui. Bon, maintenant il y a presque le temps. Voilà. Voilà. D'accord. Donc ça serait ça. Ou sinon là c'était ah oui j'étais avec Alex et Laure, on allait manger à la Brasserie Bleue. Oui. Là il y a le week-end dernier et donc j'avais bu un petit verre de vin. Et du coup, je me sens tout le temps mal quand je suis avec mon fils de boire un verre de vin. Et donc, je sors avec Sian en poussette qui est en train de dormir et j'avais un drap sur sa poussette. Et là, je suis garée à l'extérieur de la brasserie, un peu avant le rond-point. Et je vois un gros camion tout blindé qui s'arrête, mais gros frein. Et là, j'entends un des mecs qui dit « T'as pas mis tes 4 flashers ?» Ça, c'est en québécois. Les warnings, les feux de détresse. Et l'autre qui dit « C'est pas grave et tout. » Je vois des gars avec des torches, en fait, qui sortent. Et moi, je suis en panique tout de suite, j'étais prête à dire « Mais j'ai bu qu'un seul verre de vin et j'habite pas loin, voilà. » Et du coup, ils me disent « N'ayez pas peur, madame. En fait, on est à la recherche d'une femme avec un enfant. » Ok. Du coup, j'avais un drap sur la poussette, donc ils me disent « Vous pouvez enlever le drap et tout. » Ils sont là avec leur torche en train de regarder, du coup, je soulève le drap. Il me regarde, il fait « Ah bah oui, en plus, c'est un enfant métis en plus. » Donc, apparemment, c'est un enfant métis qui cherchait. « Quel âge a l'enfant ?» Et tu sais, du coup, t'es stressé. Il a 11 mois. C'est le vôtre ?» Oui. Ok, de toute façon, rien à voir. Il a 11 mois. On cherche une femme avec un enfant et c'est pas vous. Bonne soirée, madame. Faites attention en rentrant. Je suis restée comme ça pendant 3 minutes devant ma voiture. Je pouvais plus rien faire. J'étais en panique. Je me sentais trop mal. J'étais pas bien. Donc voilà. D'accord, donc attention si on va à la Brasserie Bleue. Et désolée Pauline. Désolée Pauline, effectivement. Ok. Alors, la Bretagne et toi en un mot. L'amour. L'amour. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Oh, il y en a plein. Donc, faut choisir. Oh là là. Ah non, la vie est une question de choix. Ah non, j'aime pas. Oh là là. Mon petit coin de paradis. Alors, il y a une image qui me vient en tête, et tu vois, à chaque fois que je fais ce travail de visualisation pour me calmer, de méditation et tout, la première année, lorsque je suis arrivée, Luc m'a emmenée dans le Finistère, à Crozon. Et on a fait de la randonnée, et on s'est baigné, on a refait de la randonnée, et à un moment donné, on a grimpé, je sais pas, sur, j'appelle ça une falaise, et là, je voyais toute la mer, turquoise, et la nature, la végétation. Oh, c'était magnifique, c'était trop beau. Ça, moi, c'est un petit coin de paradis. À chaque fois, je lui dis, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y aille. Oui. Donc, ouais. Et ça fait 3 ans, j'arrive pas à me sortir ça de la tête, en fait. C'était magnifique. Magnifique. Ouais. C'est mon petit coin de paradis, Crozon. Ouais. Chouette. Ouais. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Oh, Queen Amman. Ouais, je suis plutôt sucre, moi. Très, très sucré. Et beurre. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. D'accord. Galette ou crêpe? Ah! Oui, oui. On peut pas avoir un troisième choix. Crêpe galette. Crêpe galette. Galette et crêpe. Ouais, galette et crêpe. Les deux. Mais tu dis bien galette et crêpe. Ouais. Après, je suis une bouche sucrée, moi, donc tu me demandes, je te dirais crêpe. Et la crêpe que je vois là tout de suite, c'est banane flambée avec une boule de crème glacée à la vanille, avec des amandes concassées dessus et un filet de chocolat. Donc crêpe. Ouais. Ah oui, ça donne envie là. Ouais, heureusement que je viens de manger chez Yamu et que c'était bon et que je suis repue parce que sinon je serais prendre une crêpe. La marinière, toujours à la mode ou démodée? Oh, pas du tout démodée. Ça peut jamais être démodé, la marinière. Ce qui est marrant, c'est que ma maman, la femme de mon papa, ma deuxième maman, parce que j'ai 2 mamans, Amal, elle en a toujours porté. Et je trouvais ça tellement beau, toujours avec ces petits pantalons taille haute et tout. Et j'étais gamine, quoi. Et je connaissais même pas la Bretagne. Je savais même pas que c'était un peu le symbole ou l'emblème un peu breton, tu vois. Et on l'emportait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour te dire. Mais non, ça peut pas être démodé. C'est pas une tendance, c'est pas une mode, la marinière. Je pense que c'est une institution. Ouais,
c'est comment je peux dire ça? Oh, j'ai même pas le mot. Pour moi, c'est un tout. Et venant d'Irel, je tiens à le préciser parce que t'es fan de mode quand même. J'adore. Et tu l'as pas dit, mais tu lances une marque aussi coupon là. Tout à fait. Donc c'est un vrai conseil la marinière alors à Ah porter. ben, après ça dépend comment on la porte, hein, comment on l'agence, ça c'est important aussi quand même. Voilà. Et moi je les modifie mes marinières. Je chope des marinières chez Emmaüs et puis j'en fais des crop tops. Voilà, je les retravaille un peu différemment quoi. Mais j'adore. Bon, c'est pas du tout démodé. Ok. Ouais. Et un dernier mot en breton. Alors le mot qui est venu tout de suite, je pense que c'est le classique, c'était Yeret, Yermat, mais voilà. Ou sinon il y a Reuse. Hein. Oui. Oui, le reuse, tu peux C'est une dire expression, d'ailleurs c'est faire son reuse, faire du reuse. faire du bruit. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'il y a le français dedans, je suis pas trop sûre, mais reuse, je pense que c'est une expression, quoi. C'est plus du bretonnisme, en fait, Oui. en gros. Ouais. Voilà. Merci. Mon plaisir. C'est fini. Et oui, c'est déjà fini. En tout cas pour aujourd'hui, merci beaucoup Irel pour tout le soleil que tu nous apportes. Et merci à vous, chères auditrices, auditeurs. Je vous imagine à la plage ou à la montagne, entre deux activités, vous posez avec ce podcast. J'espère que l'optimisme vous fait du bien parce que moi il me fait un bien fou. Et il me fera encore plus de bien avec mes petites vacances en Alsace. En tout cas, je vous souhaite de vous reposer. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain. Ce sera Alexia de Yamu, le restaurant juste à côté de l'Heureuse, et j'ai bien hâte que vous écoutiez son histoire. À bientôt!